Salut YouTube, ça fait 1 an et 11 mois que j'ai acheté cette Mini. Ça veut dire que c'est le moment de passer le contrôle technique. Avant d'y aller, on va faire quelques petites vérifications de base, histoire de pas se faire recaler pour vraiment des trucs à la con. Par exemple les lumières. Là j'ai revérifié toutes les lumières de la voiture avec l'aide de ma copine et tout va bien, il n'y a pas d'ampoule grillée. Donc je serai pas recalé sur ce motif. Ensuite la pression des pneus. Bon, le voyant c'est pas allumé donc a priori il n'y a pas de souci, mais de toute façon c'est une bonne chose de vérifier une fois de temps en temps. Pour ça, j'ai un petit gonfleur que maintenant je garde tout le temps dans la voiture au cas où. Si jamais j'ai une crevaison, je peux le patcher et regonfler. Mes pneus, c'est du 175-65 R15. Surtout le 15 qui compte là, c'est le diamètre et T. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a son importance. Vous voyez, vous avez le R15H qu'on serait tenté de gonfler à 2,1, 2,4 ou 2,4, 2,4 vu que je transporte toujours des choses. Mais en fait, le R15T, vous voyez, il est à 2,3, 2,3 ou 2,6, 2,6. Comme je suis quasiment toujours chargé à l'arrière, je gonfle à 2,6, 2,6. De toute façon, quand j'ai acheté la voiture, elle était déjà gonflée à cette pression. Donc voilà, là je suis en mode voiture, je passe à 2,6 et on est carrément en dessous. Ça met 3 plombes, donc je vais m'arrêter à 2,3, je vais faire tout ça à 2,3. Ça ira pour le contrôle technique et je les mettrai à 2,6 chez mon beau-père qui a un compresseur, ça ira beaucoup mieux. Qui en plus sera plus précis que celui-là, j'ai pas envie de surgonfler mes pneus, je préfère les laisser à 2,3 plutôt que d'être surgonflés. Je fais pareil avec les 3 autres et je vous montre comment on réinitialise la pression des pneus sur la voiture. Parce que là, si je fais rien, elle va se plaindre. C'est fait. Ils sont tous à 2,3 selon cet outil. Alors, je suis pas 100% sûr de la précision de l'outil, c'est pour ça que je préfère pas trop gonfler. Mais en tout cas, tous mes pneus étaient clairement sous-gonflés. Ce qui m'étonne beaucoup parce qu'il y a un système de contrôle de pression des pneus. Et ça m'étonne qu'il m'ait pas averti. Mais j'imagine que quand tous les pneus se dégonflent très lentement et à la même vitesse, le système, il voit rien du tout. Tous les pneus étaient entre 1,8 et 1,9 bar, ce qui est quand même largement en dessous de ce qui est recommandé. Donc il faudra que je fasse attention à faire ma pression des pneus plus souvent. En tout cas, là je me suis quand même évité une défaillance mineure pour pression des pneus insuffisante. Et c'est bien que je regarde la RTA parce que la pression minimum c'est quand même 1,3 bar. J'étais bas mais j'étais pas en dessous du minimum. Et pour réinitialiser, c'est tout simple. Si vous avez avant 2004 comme la mienne, il y a juste à mettre le contact. Bon, si vous en avez une plus récente, faut mettre le moteur en route carrément. Et appuyer sur ce bouton pendant quelques secondes. Ensuite, vous démarrez et c'est bon. Le bouton est là. Je l'appuie quelques secondes. Le voyant jaune s'est allumé. C'est bon, la prochaine fois que je prendrai la route, il mémorisera la pression des pneus. Ensuite, on va contrôler le niveau. Alors je le fais régulièrement, mais ça fait pas de mal de revérifier une dernière fois avant le contrôle technique. Le plus important c'est l'huile, parce que sans huile, ils peuvent pas faire les contrôles de pollution. Donc c'est recalé automatiquement, et là, on est au max. Donc j'en ai perdu un peu depuis la dernière vidange, j'ai été un tout petit peu au-dessus du max, mais rien d'inquiétant, c'est la consommation normale. Le liquide de refroidissement, le max est ici, le minimum est ici, donc on est pile entre les deux. Là c'est à froid évidemment, ça fait une semaine que la voiture n'a pas démarré. Pour le liquide de direction assistée, hop, vous voyez les deux traits, on est entre les deux, c'est nickel. Et le liquide de frein, on va pas forcément bien le voir à la caméra. Le max est là, le minimum est là, on est entre les deux. Il est tout juste au max, là on le voit un tout petit peu ici. Donc c'est nickel, tous les niveaux sont bons. Évidemment je vais pas lever la voiture pour aller vérifier le niveau de liquide de boîte de vitesse. Et la dernière chose à faire, c'est vider ce coffre et remettre les sièges arrière. J'ai juste laissé les essentiels, 2 produits de nettoyage. Vous avez vu que mes roues sont bien dégueulasses et les sièges, ça fait longtemps que je les ai pas fait. Et à l'arrière, j'ai les essentiels en cas de panne. La manette rouge, c'est des mèches en cas de crevaison. L'extincteur, c'est toujours une bonne idée d'en avoir un. Le gilet jaune, c'est obligatoire, c'est la loi. Des câbles d'allumage, toujours pratique si quelqu'un est en panne ou si moi je suis en panne. Le testeur de batterie, ça prend pas beaucoup plus. Et juste dans le petit sachet, c'est des colliers. Et à l'arrière, pareil, le triangle, c'est obligatoire. J'ai toujours un peu d'huile parce que ma voiture consomme. Et de l'autre côté, j'ai toujours un peu d'huile de direction assistée. Donc j'ai vraiment réduit au minimum ce que j'emportais. Je prends toujours énormément d'outils parce que je bosse souvent en dehors de ce garage. Mais pour le contrôle technique, il faut éviter au maximum de charger la voiture. Parce que si vous la chargez, elle va baisser à l'arrière et ce qui fait que vos phares vont être mal orientés. D'ailleurs, j'avais tout vidé quand j'avais réglé mes phares. Il reste plus qu'à remettre les sièges. C'est pas obligatoire, mais quand même très conseillé. L'essentiel, c'est que les ceintures, elles marchent. Mais bon, de toute
Tant qu'à faire, ça prend 2 minutes. Il faut juste arriver à les réemboîter ici, les mettre ici. Là, il faut redévisser. Là, j'avais mis la vis pour pas la perdre. On réemboîte et c'est bon. Voilà, ça permet de basculer ça. On va mettre le siège. Le plus embêtant, c'est d'arriver à mettre ça. Il faut l'incliner à un certain angle, c'est chiant à trouver. Et après, de l'autre côté, juste ça se pose dedans. Okay. Ça se met dedans, voilà. Je fais pareil pour l'autre. Plus s'en aller. Voilà, et embuté, pas besoin d'insister. Et la plage pour finir. Et la voiture est fin prête pour le contrôle technique. Pour savoir à quoi s'attendre au contrôle technique, j'ai regardé l'ancien contrôle technique, celui qui a été passé juste avant que je l'achète. Vous voyez qu'il a quelques défaillances mineures. La première, c'est sur les disques de frein. Les disques arrière sont usés. Je reviens pas trop dessus, j'en ai parlé la dernière fois. Ça va encore être le cas. Ça sera en mineur ou en majeur, je sais pas, mais c'est sûr que ça sera là. Je m'en occuperai après, j'ai juste pas eu le temps. Les phares avant avaient des problèmes. J'ai remplacé les deux récemment. J'ai fait le réglage des phares moi-même. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas ce problème. Par contre, peut-être qu'il y aura un problème de réglage. On verra si j'ai bien fait le taf ou s'il faut que j'aille voir un garage pour qu'il le fasse avec un réglo phare. Les amortisseurs, j'ai tout changé 6 mois après avoir eu la voiture parce qu'ils étaient tous HS. C'était pas juste la protection qui était défectueuse, c'est vraiment, ils amortissaient plus du tout. Mais vous voyez, le fait qu'ils amortissent pas, ça apparaît pas au contrôle technique. Il y avait juste une protection défectueuse. Évidemment, je l'ai changé. À l'avant, il y a un panneau ou élément endommagé. J'ai jamais vraiment trouvé ce que c'était parce que de manière générale, elle est assez propre. Mais il est possible que ce soit ce petit POC. Vous voyez ici, c'était enfoncé. Je l'ai redressé un tout petit peu, mais c'est encore un peu enfoncé. On verra si cette défaillance revient et si c'est le cas, je demanderai au contrôleur de me montrer qu'est-ce qui va pas. D'ailleurs, j'espère que ma peinture toute moisie là va pas faire de défaillance. On verra. Je compte toujours la changer un jour, j'ai juste pas eu le temps. Et la dernière défaillance qu'il y avait, c'était une détérioration des ouvrants à l'avant. Alors je pensais que c'était l'arrière, s'il y avait un problème avec le coffre, je l'ai un peu amélioré, mais c'est toujours là. Mais non, en fait, c'était l'avant. Sauf que pour moi, il n'y a rien qui va pas à l'avant. Donc je demanderai au contrôleur technique si ça revient de me le montrer, pour savoir quoi y faire. Je me demande quand même si c'est pas ce voyant, parce que comme vous voyez, il indique à la fois le capot et le coffre. Là, j'ai laissé le coffre ouvert pour vous le montrer. Et du coup, ce voyant restait allumé même avec le coffre fermé, parce qu'il y avait un petit problème sur une charnière. Maintenant, quand on ferme le coffre, ce voyant s'éteint bien. Et pour le kilométrage, vous pouvez voir, j'en suis à 219 000. Le précédent contrôle technique était à 205 000. Donc j'ai fait quasiment 15 000 km en 2 ans. Je roule pas énormément, comme je vous l'ai dit, ça fait 7500 km par an. Un peu en dessous de la moyenne. Pour le reste des mesures, tout était bon, c'était même plutôt pas mal. Vous voyez l'efficacité de freinage, on était à 62%, mais ça freinait quand même beaucoup plus à l'avant qu'à l'arrière. Ce qui est normal de manière générale, mais peut-être que ces valeurs étaient un peu basses. Le frein de stationnement était très limite, je l'ai resserré un peu, ça devrait aider, et tout le reste était bon. Les feux de croisement, je les ai réglés à 1%, comme ce qui était noté sur la voiture. Mais vous voyez, j'aurais peut-être plus dû aller à 1,5%, vu que c'est entre moins 2,5 et moins 0,5. Bon, ça laisse quand même pas mal de marge pour les régler correctement. En résumé, je m'attends juste à avoir une défaillance sur les freins arrière, mais on verra qu'est-ce que le contrôleur va trouver d'autre. Parce que déjà, il y a des défaillances dont je sais pas trop ce que c'était, et surtout en 2 ans, il y a d'autres choses qui ont pu se détériorer sous la voiture. J'ai été revérifié il y a environ 1 an, mais des choses ont pu m'échapper, surtout que moi j'y vois pas très bien sur chandelle, donc ça se trouve, il y a des cylindres blocs qui vont pas aux genre de choses. C'est pour ça que c'est utile d'avoir un contrôleur technique qui vérifie ça tout en détail. Faites vos pronostics sur qu'est-ce qu'il va y avoir, je vais au contrôle technique et je vous reprends. Le contrôle technique est fait. Et alors, à votre avis, c'est passé? Eh oui, c'est passé du premier coup. Aucune défaillance majeure, que quelques petites défaillances mineures. J'ai eu beaucoup de commentaires sur les freins sur ma dernière vidéo, mais c'est passé haut la main, comme quoi ils étaient pas si mauvais que ça. Je reviens dessus après, mais d'abord il faut que je vous parle du contrôle technique. C'était mon tout premier, et oui, c'est ma toute première voiture, je l'ai acheté il y a 2 ans, donc c'est vraiment le premier contrôle technique que j'ai passé. J'en avais pas fait avant, et je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai été très agréablement surpris, le contrôleur était super sympa. Je sais pas si c'est habituel, mais en tout cas là il était vraiment sympa.
Et surtout, il a répondu à toutes mes questions et il m'a montré les défaillances mineures sur la voiture. Comme ça, je sais à quoi m'en tenir et je sais qu'est-ce qu'il y a à réparer. En plus de ça, coup de chance, il avait travaillé chez BMW avant. Donc les Mini, il connaissait, il en avait déjà vu. Notamment, il m'a appris que la cloche de filtre à huile, qui est pourtant en métal, donc on se dit que c'est résistant, mais en fait c'est du laiton et ça casse facilement. Il m'a demandé si elle n'était pas encore fissurée, je lui ai dit oula, non. Apparemment, voilà, elle se casse facilement. Donc il faudra que je fasse attention en faisant mes vidanges parce que c'est pas donné à remplacer. On a parlé de 2-3 autres trucs, mais je vais pas rentrer dans tous les détails si c'est pas pertinent. Allez, on regarde les résultats. Je les montre comme ça pour éviter de montrer les données personnelles, hein. C'est pas pour vous cacher des choses, c'est juste que de l'autre côté c'est que des données personnelles et rien d'intéressant. Ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau au cas où. Sans surprise, la deuxième ligne, les disques ou tambours sont légèrement usés à l'arrière, donc ça c'est la même défaillance qu'il y a 2 ans. Si j'écoutais les commentaires qui étaient vraiment unanimes, il fallait que je remplace tout, y compris l'avant. Alors que sur le contrôle technique, il n'y a rien à l'avant. En fait, le contrôleur, qui est pourtant garant de la sécurité et qui a signé de son nom que la voiture était sûre pour les 2 prochaines années. Il a même hésité à mettre ses disques arrière en mineur. Je pense qu'il les a mis uniquement car je lui en avais parlé, parce que après que je lui en parle, il a dit que c'était vraiment même limite pour le mettre en mineur. Après, ceci dit, vu que c'était sur celui d'avant, ça aurait été bizarre de pas le remettre. Apparemment, les constructeurs abusent un peu sur les codes de remplacement, donc le minimum dont j'ai parlé la vidéo dernière est un peu à prendre avec un grain de sel. En tout cas, c'est ce que m'a dit le contrôleur. Je lui ai parlé du problème de jeu dont je parlais dans la dernière vidéo et qui, je pense, est la raison pour laquelle tout le monde m'a dit de tout changer. Bah lui, ça lui a pas vraiment semblé anormal sur une vieille voiture de cet âge-là. Ce qu'il m'a dit, c'est que l'important, c'est que ça freine quand on appuie et ça freine quand on appuie. Chiffre à l'appui. Si on regarde un peu plus en détail, on voit même que là, on était à 62% d'efficacité, ça je vous l'ai déjà dit. Là, on est passé à 67%. On a gagné 5%. Alors je sais pas si c'est une mesure différente parce que les rouleaux sont forcément pas les mêmes, ou si c'est le liquide de frein qui a amélioré la puissance de freinage. Dans tous les cas, ces freins sont bien au-dessus du minimum de 50%. J'ai quand même posé la question. Pour le contrôleur, il n'y a pas du tout besoin de changer les freins ni à l'avant ni à l'arrière. Pour l'arrière, ce qu'il m'a conseillé, c'est de finir les plaquettes avant de tout changer. Selon lui, ça valait pas le coup de changer alors que les plaquettes étaient encore bonnes. Et surtout, il a aussi pu inspecter les plaquettes intérieures, ce qui est difficile à faire sans un pont. Et donc à l'intérieur, tout va bien aussi. Mais d'ailleurs, si ça allait pas, ça se verrait au niveau des mesures ici. Encore une fois, c'est une voiture qui freine bien. Du coup, même si je comprends les recommandations que j'ai eues en commentaire, c'est également ce que j'aurais recommandé à quelqu'un qui posait la question telle que je l'ai formulée. Vaut mieux jouer la sûreté quand on n'a pas toutes les informations après tout. Dans mon cas, il n'y a pas de doute quant à l'efficacité des freins. Et surtout, là, je vais suivre l'avis d'un professionnel de l'automobile qui a inspecté le véhicule et signé de son nom que le véhicule est sûr au moins pour les 2 prochaines années. Parce que c'est ça que ça veut dire un contrôle technique. C'est que la voiture, a priori, elle est sûre pour les 2 prochaines années. En plus de ça, j'ai des soucis plus pressants que de changer des freins qui freinent bien et qui sont pas usés. C'est le moteur, lui, il va pas bien. J'en ai parlé plus en détail de ce moteur dans une vidéo précédente, mais en très résumé, les compressions vont pas bien du tout et il y a 2-3 autres signes un tout petit peu inquiétants. Donc ces freins-là, ça attendra un petit peu. Ils vont rester bien sagement sous carton et je les remplacerai quand même bien avant qu'ils soient totalement usés. Dès que je verrai les plaquettes en dessous de 5 mm, je les changerai. Je pense que la limite c'est plutôt 2-3 mm, mais en les changeant à 5 mm que je joue la sécurité. Ça restera bien en avance, mais on rigole pas avec la sécurité. On passe à la défaillance mineure suivante. Les flexibles de frein avant commencent à se fissurer. Alors si je voyais ça sur un contrôle technique sans avoir plus de contexte, je m'inquiéterais beaucoup plus. Sauf que là, le contrôleur m'a montré ce qui allait pas. C'est qu'ils sont légèrement craquelés à certains endroits et surtout qu'il m'a dit l'urgence de ça. En fait, c'est pas urgent du tout parce que ça met beaucoup de temps à se dégrader, donc c'est pour ça que c'est en mineur. Ça veut dire que a priori il y aura pas de souci dans les 2 prochaines années. Ça veut dire que j'ai le temps avant de devoir les changer. Je compte faire ça avant le prochain contrôle technique, mais pas immédiatement. Dans environ 1 an, ça sera le moment parfait. Je change ces flexibles et le liquide de frein dans la foulée, ça fera d'une pierre 2 coups. Ensuite, on a des cylinder blocks usés à l'avant, des 2 côtés, de toute façon ça se remplace par paire. Là encore, j'ai le temps. Le contrôleur m'a dit que j'allais l'entendre quand ils seront à changer, ça claquera. Pour le moment, ça claque pas du tout, et encore une fois, c'est une question de priorité. Le moteur passe avant ça. Et la dernière défaillance, comme sur la C3, là, il y a de la corrosion de surface sur le berceau arrière. C'est pas super étonnant, les voitures de ces années-là n'ont pas de protection contre la rouille, il n'y a pas de peinture, et du coup, ça rouille. Ça m'étonne un peu que ça n'ait pas été précisé sur le précédent contrôle technique, car la voiture dort presque
presque tout le temps dans un garage fermé, ici. Donc je suspecte que la rouille y était déjà. Mais bon, ça fait 2 ans, il y a prescription. Et comme pour la C3, de toute façon, je vais m'en occuper quand j'en aurai le temps, probablement juste après le moteur. C'est tout pour les défaillances, mais il y a quand même d'autres points intéressants sur le contrôle technique. Surtout le réglage des phares avant. J'avais visé moins 1% comme le dit le constructeur, mais en demandant en fait la norme européenne pour les voitures qui ont des feux de moins de 80 cm de hauteur, précisément, donc c'est le cas de ma voiture, c'est moins 1,5% avec 1% de marge. Du coup c'est plutôt ces moins 1,5% que j'aurais dû viser, je le saurai pour la prochaine fois. Mais c'est quand même passé, on a moins 0,5% à gauche et moins 0,6% à droite. Donc on est tout juste dans la limite, et ça passe. Le contrôleur m'a conseillé de pas y toucher. Plutôt pas mal pour un réglage à la main. Hein. 0,5% d'erreur et 0,4% d'erreur. On a fait un peu le tour de ce nouveau contrôle technique. Les détails là sont pas trop intéressants vu que tout passe. Si le frein de stationnement est mieux réglé qu'avant, donc il est plus efficace. Ça se voit que la suspension a été changée. Par contre, elle pollue un petit peu plus, mais ça reste dans les normes. Ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui y est pas. Déjà, il y a les 2 points que j'ai réparés, donc les phares que j'ai changés et les amortisseurs que j'ai changés. Mais surtout, il y a ces 2 éléments dont je savais pas ce que c'était. En regardant, le contrôleur pense que le précédent contrôleur avait mis ses défaillances à cause de la grêle sur le capot et le toit. Pourtant, c'est apparemment un cas qui est bien tranché dans la réglementation. Des défauts cosmétiques de grêle comme sur cette voiture, sont pas censés être marqués en défaillance mineure. Donc en fait, ils auraient pas dû être là. C'est pour ça qu'ils y sont plus. Donc au moins, je suis fixé là-dessus. J'ai dit à plusieurs reprises que quelques opérations n'étaient pas pour tout de suite. Mais j'insiste, ça veut pas dire que ça sera pas fait. Je compte bien adresser toutes ces défaillances mineures avant le prochain contrôle technique dans 2 ans. Idéalement, j'aimerais bien que le prochain contrôle technique soit vierge, mais au minimum, qu'il n'y ait pas de défaillance mineure qui soit répétée de ce contrôle technique. Et les prochaines étapes à faire, ça sera sur le moteur. Je vous en ai déjà parlé. Au programme, je vais y aller étape par étape. Au début, je vais commencer par enlever le couvre-culasse pour voir ce qu'il y a dessous et tenter un resserrage de la culasse. Il y a 2 personnes qui me l'ont conseillé. Voir si ça arrange les choses. J'y crois pas trop, honnêtement, mais ça vaut le coup d'essayer. Et si ça marche pas, ça va probablement se finir avec un déculassage, changement de joint de culasse, rectification de la culasse, etc., etc. Ça va être une grosse étape et avant de faire ça, j'aimerais que la C3 soit nickel. Parce que quand le moteur de celle-là sera ouvert, j'utiliserai la C3. Et pour le moment, il y a un petit problème sur la C3 que je veux régler avant. Donc la prochaine vidéo sera sur la C3. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.